Amendement numéro 128, monsieur... Allez-y, monsieur Quatennens. Oui, monsieur le Président, merci. L'ensemble du projet de loi, finalement, vise à autoriser d'autres personnes, nous l'avons dit, que les représentants syndicaux, à négocier avec l'employeur. Dans cet article et cet alinéa, il y a aussi la question du chèque syndical qui pose la question du financement et de l'indépendance du financement des syndicats. Ça a été dit, je le répète très brièvement parce que c'est l'objet de cet extrait de texte. La fusion du CHSCT et du comité d'entreprise procède à une baisse des moyens, un nivellement par le bas finalement de la représentation des syndicats et des organisations représentatives au sein de l'entreprise. On peut également se poser la question des heures de délégation qui leur seront attribuées. In fine, on le voit bien, cela vise uniquement, encore une fois, à juguler la représentation syndicale au sein de l'entreprise. J'en profite pour dire que les lois précédentes, et notamment la loi El Khomri, ont bouleversé la nature même du comité d'entreprise. À l'origine, le comité d'entreprise était une instance qui était chargée de contrôler la marge générale de l'entreprise et un contrepoids au pouvoir de décision unilatérale du pouvoir patronal et de l'employeur. Le gouvernement précédent a transformé le CE en véritable courroie de transmission de la vision qu'ont les actionnaires de l'entreprise, et en utilisant la promotion à chaque fois, comme vous le faites, d'une hypothétique démocratie sociale. En réalité, dans le même mouvement, vous liquidez en grande partie les fondements et les moyens, et c'est ce que vous faites encore une fois avec cet article. Merci. Merci, monsieur Quatennens. Le 181, c'est vous qui le défendez? Oui. Allez-y. Donc nous demandons la suppression de l'alinéa numéro 2, puisqu'en fait, une fusion d'instances n'améliorera pas la protection des salariés, simplement ça acte le recul de leur représentativité. D'une part, par exemple, l'expertise qui est demandée par le CHSCT est payée par l'employeur. Qu'est-ce qu'il en sera une fois qu'il y aura eu fusion des différentes instances? Le CHSCT dispose d'une personnalité juridique qui permet d'aller en justice. Ce ne sera peut-être plus le cas. Donc j'ai entendu tout à l'heure que les entreprises sont créatrices d'emplois. Mais en attendant, ce sont les ouvriers qui travaillent, et dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Il est inacceptable de vouloir réduire leurs droits. Donc les instances représentatives des salariés freineraient le développement des entreprises. C'est honteux de tenir ce type de propos. Donc le fait de fusionner ces instances serait bénéfique pour les salariés. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, ce que l'on demande, c'est simplement de supprimer cet alinéa. Oui, Madame Taurine. Le problème qu'il y a, c'est... Moi, je vois par exemple le cas de l'usine Dunlop aujourd'hui. C'est déjà une usine où les salariés ont accepté, il y a un certain nombre d'années, à l'inverse de Goodyear, de passer au 4-8. Aujourd'hui, ça se traduit par un taux de divorce colossal. Il y a eu 3 suicides. Enfin voilà, on est dans des situations qui sont désastreuses. Imaginons une instance où, en même temps, on a discuté. Heureusement, là, le CHSCT intervient, et il intervient avec une certaine liberté. Imaginons une instance où, à la fois, on doit discuter de peut-être que ça va partir en Slovénie, parce que ils vivent avec ce couteau-là sous la gorge. Tous les jours, on vit avec ce couteau. Les ouvriers vivent avec ce couteau-là sous la gorge. À savoir, le pneu produit en Slovénie, aujourd'hui, il coûte beaucoup moins cher. Le pneu produit en Pologne, il coûte beaucoup moins cher. Imaginons une instance où on discute en même temps, le couteau sous la gorge, de la possibilité de faire partir les pneus en Slovénie, et en même temps des conditions de travail à l'intérieur de l'entreprise. C'est la condamnation pour les salariés à se taire sur leurs conditions de travail et sur la manière dont ils vivent ça, pour pouvoir, en échange, pouvoir garder encore de l'emploi sur le territoire. Merci, monsieur Ruffin. Merci, monsieur le président. Je veux attirer l'attention sur une situation qui a eu lieu à Villeneuve-d'Ascq, dans ma circonscription, dans le Nord, à Lille, à côté de Lille, où nous avons défendu le cas de Emeline Broqueville à La Poste, qui a été victime d'un AVC sur son lieu de travail. C'est un syndicaliste, membre du CHSCT, qui a pris sur lui d'alerter la direction et d'appeler les pompiers, puisque la direction n'a pas voulu appeler les pompiers. Heureusement, les secours sont arrivés juste à temps. Elle a malheureusement encore des séquelles dont elle se remet. Ce syndicaliste
je ne sais pas si vous le savez, mais il est à ce jour mis à pied et il a des poursuites de l'entreprise, de la Poste, contre lui. J'espère que vous allez agir sur le sujet, vu que vous avez l'air particulièrement prise par cette thématique. Mais au-delà de ça, on voit bien que les CHSCT qui traitent de ce genre de problématiques, si vous les fusionnez avec tout le reste, on voit bien aujourd'hui qu'il y a déjà des ordres du jour à rallonge de ces instances-là, et où parfois le débat tient sur une journée complète, et parfois une journée complète ne suffit pas. Alors vous allez peut-être nous annoncer que demain l'instance fusionnée va se faire des ordres du jour de 3 jours, de 4 jours. Non, c'est faux. À la fin, on va réduire l'ordre du jour et réduire le débat. Et ce sera une forme de procédure accélérée que vous nous imposez déjà, qui va être imposée à tous les délégués syndicaux dans le pays. Merci, Monsieur Bernalicis. Chers collègues, je vois bien que notre insistance, parfois, vous agace. Je vous demande de considérer qui nous sommes, d'où nous venons. Chacun d'entre nous a une histoire, pas personnelle, collective. Nous sommes ce courant qui est né dans l'histoire des luttes de la classe ouvrière. Le mot ne doit pas vous paraître offensant ou grossier. Beaucoup d'entre vous sont des enfants ou des petits-enfants de cette classe et de son dévouement à ces enfants. Vous êtes le témoignage. Nous venons pleins d'une histoire. Moi, je ne doute pas un instant de la qualité des intentions du rapporteur, ni de ceux d'entre vous qui croient réellement que le rapport de force va être amélioré. Il ne s'agit pas de ça. Nous sommes les descendants de ceux qui se sont battus après l'immense accident industriel de la mine de Courrières, 1300 morts. C'est après ça qu'a été créé le ministère du Travail et qu'a commencé à être codifié le droit du travail. Est-ce que le patron de la mine de Courrières était un esclavagiste grossier et violent? Peut-être. Mais ce qui est le plus vraisemblable, c'est qu'il croyait à son propre argument. Il fallait être efficace, il fallait être productif, il fallait être flexible, il fallait bosser les mômes, et ainsi de suite. Donc c'est la raison systémique qui l'a dépassé. Et c'est contre ça que nous luttons, monsieur le rapporteur. Vous ne nous rassurerez pas parce que vous fusionnez les instances. Quelle que soit la qualité de vos intentions. Mon collègue a raison, si l'on met dans la même discussion des points de vue qui parfois peuvent être contradictoires, y compris entre ouvriers, entre représentants des salariés, entre celui qui croit que la prime est le plus important ou que l'économie de cotisation sociale va être meilleure pour lui, et celui d'à côté qui dit « quoi qu'il arrive, je m'en fous, je ne veux pas qu'on travaille dans des conditions qui sont aussi dangereuses pour la santé ». Je vais finir là-dessus. Nous sommes les garants de l'intérêt général du pays. L'intérêt général du pays, au-delà des sentiments personnels qu'on peut avoir, c'est qu'on ne meurt plus au travail, qu'on ne s'y rende plus malade, et que la raison systémique recule devant la raison humaine. Point final. On a déjà fait, c'est mon dernier mot, reculer dans la loi El Khomri les conditions de la santé au travail. On a supprimé les visites obligatoires au profit d'un petit examen superficiel par des infirmiers. On prend la mauvaise pente, mes chers collègues. C'est pourquoi il faut une instance séparée. Et ce n'est pas à vous mettre en cause que de le dire. C'est vous faire valoir une raison pour laquelle nous voulons qu'on les sépare. La raison, c'est que, par-dessus tout, compte la condition humaine. Merci, Monsieur Mélenchon. Le 180, Monsieur Ruffin, c'est vous qui le défendez. Vous avez la parole. Ouais, bonsoir. Bon, moi, je continue à parier sur la bonne foi à terme des députés ou d'un certain nombre de députés En Marche, même si pour l'instant le rejet, la manière de lever les mains est un peu sur un mode automatique, mais bon, et je n'espère pas un jour toucher votre cœur pour que un certain nombre d'entre vous votent en leur âme et conscience. Alors pour moi, le Code du travail, c'est pas la Bible, on peut très bien imaginer de le retoucher. Maintenant, la question, c'est pourquoi cet empressement, pourquoi cette urgence, pourquoi en faire la priorité des priorités dès cet été? Est-ce que dans vos campagnes de porte-à-porte, vous avez eu plein de gens qui vous ont dit « Oh, moi, ce que je veux, c'est la fusion des IRP. Mon principal désir, c'est la suppression de ces CHSCT. » Oui. Et même parmi les entreprises, puisqu'on entend parler... Bouffez pas mon petit temps de parole, s'il vous plaît, camarades. Et même parmi les entreprises, puisqu'on entend beaucoup parler des entreprises, des PME, des entrepreneurs, je ne suis pas sûr que ça paraisse comme la priorité des priorités. Là, j'ai sorti les données d'une étude réalisée par Malakoff-Médéric qui énonce pour les patrons de PME les 10 principales sources de stress professionnel. 1, la surcharge du travail. 2, la pression de la concurrence. 3, la perte d'un client. 4, la facture impayée. Les IRP ne figurent nulle part dans ces 10 premières demandes
des PME. Mais de la même manière, le cabinet Altares, qu'est-ce qu'il mentionne, ce cabinet? Il mentionne comme principale cause de faillite des PME les retards de paiement, et le retard de paiement des grosses entreprises notamment. 60% des entreprises payent leur fourniture en retard. Les mauvaises pratiques, je cite donc la personne de ce cabinet Altares, les mauvaises pratiques fragilisent les PME et par effet domino les TPE qui, faute de trésorerie, faute de règlement, ne peuvent honorer un carnet de commandes pourtant en passe de se regarnir. Ça provoquerait environ 15 000 faillites d'entreprises par an. Et c'est aussi ce qui est relevé par le médiateur interentreprises, Pierre Pelouzet, 13 milliards d'euros qui manquent dans les caisses des PME. Ce que je veux dire, c'est que là, on a affaire à une lutte des classes interne au monde de l'entreprise, entre les multinationales et les PME. Et en fait, la loi, les suppressions, sous couvert d'aider les TPE, PME, les suppressions des IRP aujourd'hui sont un service supplémentaire rendu aux multinationales au détriment des PME. Amendement numéro 178, c'est M. Ratenon qui le défend. Allez-y, M. Ratenon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Comme pour les autres articles et alinéas, nous contestons la méthode employée et l'empressement du gouvernement à faire examiner ce texte. En effet, il est important de le rappeler. Et laissez-moi vous dire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, consciemment ou inconsciemment, beaucoup d'entre vous sont en train de briser le code du travail, sont en train de créer les conditions de la souffrance des travailleurs et une amplification du mal-être dans la société rayonnaise si cette loi est votée. Aussi, je voudrais vous dire que quelques personnes, depuis hier, quelques parlementaires, quelques centaines de parlementaires, sont en train de voter une loi et des millions de Françaises et de Français vont en subir les conséquences. Il serait, à mon sens, extrêmement important, urgent, d'agir, de réagir, de réfléchir et de se montrer beaucoup plus intelligent en refusant de voter cette loi comme un seul homme. Madame la ministre, pourquoi ne pas révéler ici, devant la représentation nationale, le contenu des ordonnances déjà prêtes? Nous gagnerons à avoir un débat éclairé sur ce que vous allez nous soumettre dans les jours et les semaines à venir. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant d'avoir un regard éclairé sur ce qui nous attend et je pense que, à mon sens, les parlementaires, notamment de la majorité présidentielle, auront peut-être l'occasion de réfléchir et peut-être même de voter contre cette loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ratenon. Le 109 est défendu par Madame Fiat. Oui. Allez-y, vous avez la parole. L'amendement vise à renforcer le principe de participation des salariés à la gestion de leur entreprise, conformément à l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946. Tout travailleur doit, par l'intermédiaire de ses représentants, participer à la détermination de ses conditions de travail et être associé à la gestion de l'entreprise. C'est là une réelle orientation émancipative. En conséquence, nous honorerions de remplacer à l'alinéa 4 substitué au mot « peuvent être mieux » le mot « sont ». Merci, Madame Fiat. Donc, suppression de l'alinéa 5. Monsieur Corbière, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, effectivement, nous proposons de supprimer cet alinéa 5 de l'article 2, car il nous semble aborder des points extrêmement importants, sans que je crois que tout le monde ait pris la mesure des conséquences. De quoi s'agit-il? Notamment, je m'attacherai à souligner, vu que j'ai peu de temps, la première phrase, qui dit que dans le cadre du renforcement du dialogue social, nous ouvririons la possibilité pour le salarié d'apporter au syndicat de son choix des ressources financées en tout ou partie par l'employeur. Est-ce que chacun ici présent mesure ce que cela signifie de modification dans les relations, désormais, entre l'organisation syndicale, le syndiqué et l'employeur? Si nous ouvrons cette possibilité, demain, il y aura donc la possibilité pour l'employeur déjà de connaître qui est syndiqué. Ça n'est pas rien dans beaucoup d'entreprises. Deuxièmement, cela s'appuie sur le modèle scandinave, où il y a généralement une seule organisation syndicale.
Mais une telle possibilité ouvre à l'employeur, en réalité, la possibilité de financer un syndicat contre notre syndicat. L'indépendance des organisations syndicales, à laquelle je crois nous devons être tous attachés, passe notamment par l'indépendance du syndicat à prélever par les cotisations de ses adhérents sa possibilité d'indépendance matérielle. Ce que nous proposons là ouvre la possibilité de légaliser ce qui avait fait scandale il y a peu, notamment quand l'UIMM avait financé des organisations syndicales derrière la formulation pudique d'une volonté de fluidifier le dialogue social. Il y avait derrière ça une volonté parfois de s'attacher des amitiés syndicales. Bref, je crois que tout ça est lourd de conséquences. C'est la raison pour laquelle, afin de rester raisonnable et de ne pas mettre le doigt dans un engrenage qui nous amènerait fort loin, nous proposons, de manière, là encore, apaisée, de supprimer cet alinéa afin que nous n'ouvrions pas demain un autre paysage syndical qui serait en vérité sous contrôle des organisations d'employeurs. Je vous remercie, Monsieur Corbière. Monsieur le rapporteur de la Commission, pour votre avis. Oui, merci Madame la Présidente. L'amendement que j'ai dans les mains, moi, le 192, envisage de supprimer l'alinéa 5 de l'article 2, améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d'administration et de surveillance des sociétés dont l'effectif dépasse certains seuils. Je pense que ça ne doit pas correspondre à ce qui était défendu par notre collègue, le député Corbière, donc je ne pourrais pas y répondre autrement qu'en vous disant que cet amendement, le 192, a été rejeté par la Commission, que mon avis est défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, pour le Gouvernement. Pour les mêmes raisons, même avis défavorable. Je vous remercie. Nous allons donc procéder au vote en rappelant l'avis des... Pardon. Excusez-moi, Monsieur Mélenchon. Vous avez la parole. Non, il n'y a pas erreur. Tout le monde s'est bien compris. Autant aborder les sujets quand ils se présentent. On peut admettre, en effet, que ce ne soit pas pile-poil le 5e alinéa, mais nous parlons de la même chose. Mais si... Le 5e prépare le 6e, tout le monde le sait. Le 6e, c'est moi qui vous en parlerai. Je vous remercie, Monsieur Mélenchon, pour cette précision. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 115, défendu pour la France insoumise par... Madame Rubin. Madame... Rubin. Pardon. Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, comme mon camarade François Ruffin, je ne désespère ni de toucher vos cœurs, ni de dépasser avec vous ce qui me paraît être jusque-là un dialogue de sourds alors que nous parlons de questions de dialogue social. Mais nous insistons. Cet alinéa 5 pourrait peut-être permettre cette ouverture. Il prévoit en effet d'améliorer les conditions de participation des salariés dans les organes d'administration et de surveillance des sociétés. Et cela ne peut que nous satisfaire. Cela fait en effet écho, quoique de manière encore très timide, à ce que nous avons défendu dans notre programme, l'Avenir en commun, et qui s'inspire de plus d'un siècle de lutte sociale qui vise à démocratiser l'espace de travail, à élargir le principe de citoyenneté dans l'entreprise, ainsi que Jean-Luc Mélenchon l'a évoqué en citant Jean Jaurès. Mais le moment est peut-être venu d'avancer encore plus loin. Car comme vous le dites, Madame la Ministre, si l'entreprise devient un collectif de travail, il est donc normal que les salariés qui la connaissent bien pour la faire fructifier et qui sont finalement les premiers intéressés à sa bonne marche puissent être consultés, évidemment, puissent délibérer au sein des organes de décision, certes, mais puissent aussi peser sur ses orientations et décisions. C'est ce dernier aspect qui nous intéresse et où la loi pourrait aller plus loin. Car malgré cette volonté affichée de faire entrer la démocratie dans l'entreprise, on sait que la voix des salariés pèse peu quand finalement les grandes multinationales décident de les sacrifier sur l'autel des dividendes. À ce propos, faisant à nouveau référence à mon camarade François Ruffin, je ne peux que vous conseiller de voir ou de revoir son film « Merci patron ». C'est donc pour cette raison que nous vous proposons comme amendement de compléter cet alinéa en donnant un droit de veto sur des décisions stratégiques de l'entreprise, car nous savons que certaines sont fatales aux salariés.
Je vous remercie, Madame Rubin. Pardon. Quelqu'un demande la parole. Monsieur de Crozaille. Oui, là, vous nous prenez régulièrement à partie, mes chers collègues, comme si nous n'avions pas de cœur, alors que depuis un célèbre débat télévisé, nous savons que personne n'en a le monopole. Faites-nous la grâce de penser, de croire que nous sommes sincères dans cette démarche, que nous avons connu des situations d'entreprise. Ne nous donnez pas la leçon, de grâce. Nous connaissons encore pour beaucoup d'entre nous des situations dans lesquelles nous avons constaté que les salariés ne votent pas au prud'homme, ne se syndiquent pas. Ce n'est pas par crainte d'être syndiqués, ce n'est pas par crainte de parler au nom des autres, c'est simplement par indifférence. On l'a vu. Et il y a parmi nous de nombreux chefs d'entreprise, ou en tout cas des gens qui ont pris des responsabilités, qui ont cherché à impliquer les membres de leur personnel dans la stratégie de l'entreprise et qui ont eu du mal. Nous pensons que, comme pour la politique, le syndicalisme tel qu'il existe depuis des décennies a fait la preuve de son inefficacité à attirer les gens, à les convaincre, à les responsabiliser. Et nous pensons, comme pour la politique, qu'il est temps de redonner du mou, de relâcher la bride et de laisser les gens sur le terrain se réimpliquer sur ce qui les concerne, parce qu'ils sont responsables, parce qu'ils sont capables de faire face et de parler pour eux-mêmes sans que leur représentation soit confisquée par des énormes machines qui ne les représentent plus. Vous l'annoncez tout de suite, c'est quelqu'un intervenant de la parole. Monsieur de Crozaille, je vous remercie. Je suis saisie sur le vote de cet amendement 369 d'une demande de scrutin public par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Nous allons donc l'annoncer. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Jumel, si vous vouliez vous exprimer. Non, c'est une invitation. Nous avons un peu de temps, c'est une invitation. Je vous sentais prêt à parler. Puisque c'est gentiment demandé, Madame la Présidente, je trouve que notre collègue, dont le nom m'échappe, je m'en excuse auprès de lui, a développé des propos intéressants. Parce que, d'une certaine manière, plus le débat avance, plus il se lâche. Et il nous dit son désamour pour les organisations syndicales. Il nous dit ses préjugés à l'égard des organisations syndicales. Et il nous dit son rêve qui consisterait à créer un syndicat à son image. Un syndicat maison, un syndicat patron, un syndicat qui fait allégeance au mauvais projet que vous nous proposez. Je trouve que encore un peu d'effort et vous allez faire tomber les masques. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Jumel. Votre collègue de la France Insoumise va rajouter un mot, puis nous passerons au scrutin. Oui, je vais rajouter un petit mot, parce que à ce moment-là, toute chose étant égale par ailleurs, vous devriez contester le MEDEF, qui est une organisation qui ne représente pas le patronat dans son intégralité. Mais du coup, j'espère vous entendre tout à l'heure à votre micro, chers collègues, pour défendre que le MEDEF n'est pas une organisation représentative et qu'elle ne mérite pas d'être auditionnée et d'être représentée comme elle l'est dans toutes les chambres de commerce et d'industrie. Merci. Je vous remercie. J'appelle pour l'amendement 179, Monsieur Mélenchon. Merci, Madame la Présidente. Je veux croire que c'est l'heure et l'attention qui a trouvé un point de passage aussi fulgurant que celui que nous venons de voir. Mais je vous rappelle, on nous regarde. Mon cher collègue, je vous connais, je vous apprécie, vous êtes un démocrate. Vous êtes-vous rendu compte que vous venez de haranguer, de lâcher dans cette salle un hurlement et des applaudissements à l'idée que les syndicats sont dépassés et inutiles? Imaginez qu'un seul d'entre nous ait osé dire ça à propos des partis politiques. Non, mais les grosses machines qui ne servent à rien s'appellent la CGT, Force ouvrière, la CFDT, des organisations syndicales sud qui ont été construites dans la lutte et la peine. Vous n'avez pas le droit de parler de nous comme ça. Nous ne le faisons pas. Vous ne cessez de nous faire des remarques sur notre façon de parler. Mais vous n'hésitez pas un instant. Vous n'hésitez pas un instant à procéder aux pires caricatures. Et vous en particulier, je voudrais vous dire que quand vous parlez comme ça, vous ne faites que reprendre les arguments qui naguère étaient ceux de Madame Le Pen ou de son père contre les organisations syndicales.
premièrement. Deuxièmement, pour ce qui concerne cet amendement, mais vous me répondrez, je vous répondrai autant de fois qu'il faudra, et croyez-le, je vous estime. Maintenant, pour ce qui est de cet amendement, nous traitons du financement des syndicats. Entendez bien ceci, j'admets que l'argument puisse surprendre. Nous y sommes hostiles, pourtant, il est question de financer des syndicats. Pourquoi y sommes-nous hostiles ? Parce que, historiquement, les syndicats se sont constitués par une rupture avec tous les autres cadres d'organisation réputés corporatistes parce qu'ils unissaient dans un même mouvement le patronat et le syndicat. Si bien que les syndicats, les nôtres en tout cas, ceux dont nous sommes membres, ont toujours mis en avant d'abord la nécessité de leur indépendance, et notamment de leur indépendance financière. On ne peut donc se syndiquer qu'en cotisant, et c'est la seule source financière que le syndicat accepte. D'ailleurs, je fais remarquer qu'elle donne lieu à un dégrèvement d'impôts, si bien qu'on peut dire qu'en quelque sorte, déjà l'action publique vient au secours du financement des syndicats. Et je termine. Monsieur Mélenchon, conclut, s'il vous plaît. Bien sûr, Madame la Présidente. Un mot. Ben, si vous me faites perdre le fil. Bon, mais si vous voulez... Non, ce n'est pas dans vos moyens de me faire perdre le fil. Ce qui est certain, si vous voulez donc renforcer cette autorité du syndicat, alors permettez qu'on vote. Et permettez-moi à mon tour de vous dire, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, que pourquoi vous, pas vous, vous n'y étiez pas, mais vous autres de la droite classique et traditionnelle, pourquoi avez-vous fait retirer le MEDEF de la liste des syndicats qui devaient faire la preuve de leur représentativité par le vote? Commencez par rétablir l'obligation pour le MEDEF d'être représentatif et de ne pas prendre tous les mandats sociaux de toutes les organisations patronales par le fait du prince. Merci, Monsieur Mélenchon. Ministre, Monsieur De Crozaille a la parole. Je vais essayer d'être très bref, Madame la Présidente, mais je ne pouvais quand même pas laisser passer l'intervention de mon cher collègue, pour qui j'ai aussi beaucoup d'estime, sans répondre. J'ai été délégué syndical et je me suis heurté à une centrale qui, avant les lois qui les contraignent aujourd'hui à le faire, m'a dit « tu ne seras désigné délégué que si tu fais la preuve de pouvoir fédérer 10% du personnel ». Et j'ai eu du mal. Et c'est sur la base de cette expérience que j'ai les convictions d'aujourd'hui. Ce que je conteste depuis le début des discussions sur cette loi, c'est que vous considérez, je le répète, je l'ai déjà dit, vous considérez a priori qu'un salarié est aliéné. M. Corbière l'a fort bien dit l'autre jour, il l'a brillamment expliqué. Nous ne pouvons pas faire confiance à un salarié parce qu'il est subordonné. Et j'ai même ajouté, en plus, c'est un demandeur dans une situation de rareté. Nous pensons le contraire. Nous pensons que dans l'esprit du projet du président de la République, comme il l'a exprimé devant le Congrès, nous devons refaire confiance aux gens pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes. Et nous voulons leur laisser cette chance-là. Je ne discrédite absolument pas les grosses machines. La disqualification d'un parti politique ne disqualifie ni sa doctrine ni l'engagement politique. Le syndicalisme est une très très belle histoire dans la France. J'ai le plus grand respect pour l'engagement, quel qu'il soit, mais pour lui redonner du sens et pour qu'il reprenne corps, il faut repartir à la base, en particulier dans les TPE et les PME. Je vous remercie, Monsieur Descrozaille. Pour l'amendement numéro 114, c'est Madame Panot. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Comme la suppression de l'alinéa 6 a été rejetée, nous proposons de supprimer les mots alinéa 6 qui consiste à dire la possibilité pour le salarié d'apporter au syndicat de son choix des ressources financières en tout et à partie par l'employeur. Comme on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, nous ne voulons pas nier les rapports de force qui existent dans l'entreprise, car comment peut-il exister et comment peut-on renforcer le dialogue social si la loi permet à un employeur de payer en tout ou partie les organisations syndicales présentes à la table des négociations? Il faudrait être naïf pour ne pas comprendre que celui qui paie décide, en tout état de cause, les dés pourraient être pipés dès le début de la partie. Si l'employeur paie, il choisit quelque part qui discute avec qui et avec quel contradicteur il est le plus intéressant de négocier pour faire jouer ses intérêts. Et pour vous montrer que nous ne sommes pas dans la caricature et que nous ne sommes pas les seuls à être contre ce chèque syndical qui, je le rappelle, est quand même une invention vieille de 30 ans, donc qui n'est pas une modernité absolue, je vais citer le président de la CGPME, donc l'organisation patronale qui défend les PME et les TPE, François Asselin, qui avait, à la suite de cette proposition, dit « Les salariés doivent pouvoir choisir librement d'adhérer ou non à une organisation syndicale » et nous sommes d'accord avec cette proposition-là. C'est pourquoi nous vous demandons de voter pour cet amendement. Merci. Merci Madame Panot. Nous procédons maintenant
à l'examen de l'amendement numéro 112 pour la France insoumise. Nous vous écoutons, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais répéter l'importance qu'ont les instances de représentation des salariés au sein de l'entreprise. Le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délégué du personnel sont autant de symboles, d'outils démocratiques auxquels les Français et les Françaises sont attachés. Mes collègues ont exprimé tout à l'heure le danger d'une fusion de ces instances, et je ne reviendrai pas dessus, mais l'imputation sur le fonds paritaire des frais de fonctionnement est une précarisation supplémentaire du modèle de précarité que vous tentez de nous imposer depuis hier après-midi. Vos intentions ne sont pas claires ni pour les salariés, ni même pour certains d'entre nous ici, y compris pour les collègues de la majorité. Mais soyons clairs, il s'agit là de soulager les entreprises des frais de financement pour les prélever sur une seule enveloppe, résultant de la fusion des IRP. C'est la raison pour laquelle je me joins à mes collègues de la France insoumise pour demander la suppression de l'alinéa 7 de l'article 2 du projet de loi d'habilitation à prendre vos ordonnances. Il faut que votre réponse soit à la hauteur des attentes des Françaises et des Français. Ils méritent mieux qu'un enfumage technocratique. Ils doivent entendre quel sera leur quotidien au travail demain, surtout si vous continuez à marcher sur chacun de nos amendements piétinant le Code du travail. J'ajouterai que la suppression de cet alinéa me paraît être une question de bon sens. Selon votre texte, vous voulez imputer, mais combien voulez-vous imputer? Quelles conséquences pour le quotidien des travailleurs? Comment assurer le droit au recours à l'expertise pour les salariés? Comment assurer le fonctionnement de votre instance unique si les ressources allouées ne sont pas à la hauteur des besoins des salariés? Enfin, comment feront ces salariés en cas d'accident grave du travail ou mortel s'ils n'ont plus de fonds? C'est parce que votre projet est une déambulation hasardeuse, Madame la Ministre, que nous souhaitons la suppression de cet alinéa. Je vous remercie, Monsieur Larive. Sur le vote de cet amendement numéro 112, je vous informe que je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur de la Commission, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bon, effectivement, on ne vous surprendra pas, Madame la Présidente, que cet amendement qui avait été rejeté par la Commission bénéficie d'un avis défavorable de ma part. Je ne pense pas opportun de supprimer l'alinéa 7 de cet article 2, chers collègues, pour les raisons qu'on a pu évoquer précédemment. Mais là, en plus, il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement supprimant l'instance fusionnée. Donc l'avis est défavorable. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, l'avis du Gouvernement. Oui, Madame la Présidente, avis défavorable aussi. Juste pour dire que je rappelle que le projet de loi d'habilitation entend refonder les instances de représentation du personnel pour améliorer leur fonctionnement, leur efficacité. Et on est toujours dans le droit fil de comment on permet aux entreprises de taille réduite de bénéficier de l'ensemble de ce projet de loi, donc y compris les nouvelles instances. Et donc, il est intéressant de prévoir, le cas échéant, si c'est nécessaire, et ça fait partie des sujets de concertation, une mesure incitative pour permettre aux entreprises de taille réduite de pouvoir pleinement bénéficier de ces nouvelles instances. Donc, un mécanisme de dépenses libératoires qui imputerait sur les contributions de ces entreprises au Fonds paritaire national certaines dépenses apparaît comme un mécanisme intéressant à évaluer dans le cadre de la concertation. C'est toujours cette idée, que fait-on pour que l'ensemble du dispositif fonctionne pour les petites entreprises? Je vous remercie, Madame la Ministre. J'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Mélenchon. Si, Madame la Présidente. Oui. Eh bien, comme personne ne vous a demandé d'organiser ce que vous organisez, je ne vois pas pourquoi vous le proposez. Et ça me ramène au propos de mon collègue de Crozaille, et je lui redis que, évidemment, j'ai parfaitement entendu les excuses qu'il a présentées aux organisations syndicales et que, pour ma part, elles me conviennent. Maintenant, vous commettez deux erreurs. Elles sont philosophiques. Quand nous parlons d'aliénation, nous ne l'entendons pas au sens où vous l'avez dit. Le travailleur est subordonné et sa condition, à partir de là, est particulière. Et c'est contre cette subordination qu'il peut organiser d'autres rapports. Nous ne croyons pas à l'individualisation des rapports sociaux. Ça, c'est vrai, ça nous sépare. Nous n'y croyons pas. Nous croyons que le peuple se constitue en tant que peuple, politiquement, et la classe ouvrière en tant que classe, à partir de ses revendications communes, donc de son organisation syndicale.
C'est une affaire de philosophie politique et donc de ligne stratégique. C'est pourquoi je dis à mon collègue qu'il n'y a pas ici de crypto-marxisme. Crypto veut dire qu'il se cache, mais je ne me cache pas. J'appartiens à l'école philosophique du matérialisme dialectique, c'est clair, historique. Je m'en revendique. Et de la même manière, ce n'est pas du post-lutte de classe. La lutte de classe est en fait autour de l'appropriation des richesses. Et M. Warren Buffett, milliardaire bien connu, a dit la lutte de classe, je ne sais pas si ça existe, mais je sais qui est en train de la gagner, la mienne. Par conséquent, ce dont nous avons à discuter ici, ce n'est pas de l'existence ou non de la gravitation universelle ou de la lutte de classe, mais de savoir ce qu'on en fait comme fait social pour en faire un fait politique civilisé. C'est-à-dire qu'il ne dégénère pas dans une bataille rangée ou que l'un a une domination absolue sur l'autre. Voilà pourquoi nous sommes républicains et républicains socialistes. Voilà toute l'histoire, notre histoire, celle qui va de Jaurès à la proclamation des syndicats. Je finis là-dessus. Lisez les chartes, les déclarations de principe, chers collègues. Ce que je suis en train de dire n'appartient pas à Jean-Luc Mélenchon. C'est écrit dans la déclaration de principe, au moins de Force ouvrière et de la CGT. Savez-vous que ces deux organisations viennent toutes les deux de la charte d'Amiens, dont l'objectif, écrit en toutes lettres, est la grève générale révolutionnaire. Vous avez noté que ce n'est pas ce que je vous propose. Je vous remercie, Monsieur Mélenchon. Le prochain amendement 434 est présenté par le gouvernement. Je ne suis plus habituée. Il n'y a pas beaucoup d'amendements gouvernementaux, comme vous le reconnaîtrez. Voilà. Donc, le but, c'est de... Oui, c'est pour ça. Aujourd'hui, il faut atteindre la taille de 300 salariés pour que la présence syndicale en entreprise soit la norme et non l'exception. En deçà de 50 salariés, la présence de délégués du personnel ne va que rarement avec leur désignation comme délégués syndicales. Donc, là encore une fois, il ne s'agit pas de modifier les seuils, mais de trouver un moyen simple et incitatif à l'implantation syndicale dans les petites entreprises. Donc, le but, qui est de prévoir les modalités selon lesquelles les employeurs pourraient être exonérés de toute ou partie de leur contribution au Fonds paritaire national, entend favoriser la syndicalisation dans ces entreprises en levant les difficultés, notamment financières, que cela peut entraîner dans les petites entreprises. Donc, cet amendement entend préciser la rédaction initiale sur les modalités concrètes de cette incitation financière. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur pour la Commission, votre avis? Oui, merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, effectivement, sur cet amendement gouvernemental, vous nous avez expliqué, Madame la Ministre, effectivement, l'objet de cet amendement qui correspond d'ailleurs à une partie du questionnement qui a été partagé par la représentation nationale cet après-midi, notamment en matière de syndicalisation dans les petites entreprises. Donc à ce titre-là, la Commission a accepté et votre amendement, et à titre personnel, j'y suis favorable. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur Bernalicis. Merci, Madame la Présidente. Je ne comprends pas grand-chose à cet amendement, parce que tout à l'heure, on nous dit que les syndicats ne sont pas représentatifs, mais qu'il faudrait les favoriser en leur donnant des contributions financières, mais qu'en fait, il faudrait pouvoir ne pas leur donner de contributions, enfin, ne pas avoir de contributions financières pour les entreprises pour favoriser qu'il y ait des syndicats et plus de syndiqués. Donc, je ne comprends pas la quadrature de votre cercle et je suis dubitatif sur cet amendement, si ce n'est que vous vouliez créer du droit, mais quand même pas pour tout le monde, parce qu'on ne sait jamais, les petites entreprises pourraient avoir peur d'avoir des syndicats parce qu'il faudrait contribuer. Soit on veut qu'il y ait des syndicats et il faut contribuer, soit on ne le veut pas et on ne contribue pas, mais on ne fait pas quelque chose d'intermédiaire comme ça à l'emporte-pièce. Donc voilà, moi je propose de voter contre cet amendement. Pour l'amendement numéro 162, chers collègues, vous avez la parole. Bonsoir. Depuis lundi, nous ne comprenons pas l'urgence de légiférer pour une loi d'habilitation qui vous permettrait par ordonnance de détricoter le Code du travail, qui plus est sous une forme de procédure accélérée. Et cet alinéa nous rend encore plus perplexes. Cet alinéa vise à réformer les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Vous savez, ces commissions qui visent à permettre la représentation des salariés des TPE de moins de 11 salariés où justement il n'y a pas de représentants du personnel. Ces commissions
elles ont été créées par la loi du 17 août 2015 et mises en place seulement le 27 avril 2017. C'est-à-dire que depuis 2 jours, on nous explique qu'il faut réformer le système actuel parce qu'il ne fonctionne pas. Il n'est pas efficace, il n'est pas compétitif, bref, il n'y a pas assez de précarité pour les salariés pour que notre pays soit compétitif dans ce grand déménagement du monde que vous ne comprenez pas, mais que pourtant vous êtes en train d'instaurer en France avec une mise en concurrence des salariés entre eux, entreprise par entreprise. Mais là, clairement, c'est un dispositif qui n'a pas encore existé, qui n'est pas évalué, nous ne savons pas si ça va fonctionner, nous ne savons pas quelle va être son utilité, mais il n'est pas bon et il faut d'ores et déjà le changer. Comment même réformer des instances qu'on n'a pas encore pu évaluer, dont on n'a pas pu évaluer l'action, l'utilité. Voilà, donc on ne comprend pas vraiment, à moins, bien évidemment, qu'il s'agisse de supprimer un lieu du dialogue social pour justement des salariés qui ne peuvent pas l'avoir dans leurs entreprises. Je vous remercie, Monsieur Lachaud. Monsieur Bernadalis pour une très courte intervention. Bernalici, c'est pas grave, c'est qu'à 4 syllabes, c'est bon. Non, moi je salue un peu la perversité de l'amendement, parce que ça reviendrait à dire on redéfinit une instance qui n'existe pas, puisque à l'heure actuelle elle est régionale, donc l'article ça deviendrait redéfinir la commission départementale, mais en fait qui n'existe pas puisqu'elle est régionale. Donc pour ça, moi je propose de voter pour cet amendement, puisque ça rendra l'article inopérant, ce qui est un peu le but en définitive, et puis que nous sommes plutôt attachés à l'échelon départemental pour ce qui est de notre camp politique. Je vous remercie, Monsieur Bernalicis. Donc nous passons à l'examen de l'amendement numéro 163, qui est défendu par Monsieur Bernalicis. Nous vous écoutons. J'ai fait court juste avant, j'avais promis. Par contre, pour donc cet amendement de suppression de l'alinéa 9, en fait, c'est par souci de cohérence, puisque nous avions demandé la suppression de tous les alinéas précédents. Ça nous semblait dommage de laisser celui-là tout seul, isolé dans l'article. Plus sérieusement, cet alinéa me semble assez symptomatique du reste du texte, puisqu'il est assez peu clair. On parle des moyens d'expression des salariés, de moderniser, et notamment par le recours aux outils numériques, mais ce n'est qu'un notamment. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, par exemple, l'affichage syndical qui aujourd'hui, par voie souvent de papier dans des panneaux dans l'entreprise, demain serait supprimé au profit d'un fichier PDF en ligne sur l'intranet? Je ne sais pas. Au final, on ne sait pas. Et moi, je ne veux pas me prononcer pour donner des capacités au gouvernement sur un article dont je ne sais pas ce qu'il veut faire avec. C'est assez symptomatique du reste, mais s'il veut préciser, si le gouvernement et si la ministre veut préciser cet article, pas seulement oralement, mais aussi dans le texte, pourquoi pas? C'est d'ailleurs assez symptomatique aussi de la discussion, c'est-à-dire que tout à l'heure on précisait par exemple que la future instance représentative fusionnée conserverait son droit juridique d'aller devant la justice. Mais on ne l'a pas mis dans le texte. Si c'est si précis, si c'est si clair, pourquoi ne le mettons pas dans le texte? Ce serait quand même plus simple pour la discussion, plus aisé, et puis ça rassurerait tout le monde, ça nous éviterait à nous de dire il y a peut-être un loup, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière tout cela. Donc voilà, je vous propose de voter pour cet amendement de suppression. Je vous remercie, Monsieur Bernalicis. Avant de passer à l'examen de l'article, au vote de l'article 2, nous allons écouter Monsieur Mélenchon pour son explication de vote. Comme je l'ai fait à la fin de l'article 1, résumé de situation vu depuis nos rangs. À l'article 1, on détruit la hiérarchie des normes, on installe le principe de défaveur et on situe comme lieu d'émission de la norme l'entreprise elle-même. À l'article 2, on décide que là où la norme va se fabriquer et s'édicter, eh bien, l'une des deux parties prenantes du dialogue social dont vous nous parlez tant va avoir pieds et poings liés, en tout cas sa situation considérablement dégradée, puisque ces institutions représentatives vont être fusionnées en un seul bloc, et nous voyons comme symbole de cette réduction des possibilités du dialogue social sur des questions aussi vitales que celles de l'hygiène et de la sécurité, la suppression du CHCT qui pour nous est la mesure emblématique de cet article 2. Mais évidemment, ce n'est pas le seul aspect de la réduction du pouvoir d'intervention
de ce protagoniste qu'est l'ensemble salarial. Il y a un deuxième point, nous l'avons souligné, mis en exergue à plusieurs ici, c'est non seulement c'est la question de l'indépendance financière des organisations syndicales dont nous considérons qu'elle est mise à mal par cette invention curieuse du chèque syndical auquel nous nous sommes toujours opposés depuis de nombreuses décennies que cette idée a été émise. Voilà la raison pour laquelle cet article 2, en continuité de l'article 1, ne recevra pas notre approbation. Je vous remercie, Monsieur Mélenchon. Nous passons maintenant à l'étude de l'amendement numéro 241. Monsieur Hettel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Quelques éléments d'explication. Quelle que soit l'ancienneté de l'occupation des locaux par un syndicat, cette mise à disposition doit relever de la libre administration des collectivités territoriales et elle doit s'exercer dans le cadre du droit de la propriété des personnes publiques. Ainsi, comme le rappellent les rapporteurs du Sénat, l'occupation pour une période prolongée ne crée pas de droit ni au maintien dans les lieux pour une organisation syndicale, ni au versement d'une indemnité spécifique lorsqu'il est mis fin à cette mise à disposition. Raison pour laquelle le présent amendement propose de supprimer le versement par la commune d'une indemnité à une organisation qui doit quitter un local qu'elle occupe depuis au moins 5 ans lorsqu'une telle décision est prise à l'initiative d'une collectivité territoriale dont je rappelle qu'elle dispose de la libre administration. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Hetzel. Monsieur le rapporteur, nous vous écoutons pour l'avis de la Commission. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois, mais je ne suis pas sûr forcément, chers collègues, que ce type d'amendement avait déjà été déposé l'année dernière sur une discussion où je n'étais pas présent. Mais bon, vous me le confirmerez sans doute, mais je n'ai pas pu tout vérifier dans les archives, les journées ne faisant que 24 heures. Bon, sur cet amendement, hein, effectivement, qui vise à effectivement modifier, faire préciser le Code général des collectivités territoriales, un petit peu spécifique, qui renvoie au local effectivement syndical dans ce type de collectivité territoriale. Bon, sur la forme, c'est vrai que c'est un sujet nouveau, hein, moi dans ce projet de loi d'habilitation, donc vous comprendrez ma relative fraîcheur dans l'accueil de cet amendement compte tenu du périmètre qu'il veut explorer. Bon, voilà. Et puis sur le fond, parce que vous savez que je suis plus tenté par les discussions de fond que par les aspects de forme, bon, ce dispositif a été révisé l'an dernier par la loi effectivement du 8 août, dont on a parlé très rapidement tout à l'heure, afin d'apporter davantage de garanties aux délégués syndicaux, afin qu'ils puissent bénéficier effectivement d'un local pour se réunir. Il est ainsi prévu que lorsque des locaux ont été mis à la disposition d'une organisation syndicale pendant au moins 5 ans, la décision de la collectivité territoriale de lui retirer le bénéfice de ce local sans lui proposer un autre local adapté lui ouvre le droit à une indemnité spécifique. Bon, votre amendement souhaite supprimer cette garantie. Et à titre personnel, j'y suis défavorable et cet amendement a été repoussé par la Commission car c'est une disposition qui est un gage, à mon idée, de sécurité pour les syndicats. Un syndicat ne pourra se voir retirer brutalement le bénéfice d'un local, sauf à se voir verser une indemnité, à moins qu'une convention entre le syndicat et la collectivité territoriale en dispose autrement. Moi, je trouve ça, chers collègues, plutôt sain qu'il y ait la possibilité pour les syndicats d'avoir un local dans le cadre de ces collectivités territoriales. Charge effectivement aux partenaires sociaux sur place d'en échanger si besoin avec les autorités compétentes, ou en tout cas ceux auprès de qui ils ont à en échanger. Merci, Monsieur le rapporteur. Je note donc votre avis défavorable pour cet amendement. Madame la Ministre, nous vous écoutons. Oui, avis défavorable sur cet amendement dont le sujet est très éloigné des sujets que nous traitons dans la loi d'habilitation. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Oui. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, écoutez, le rapporteur et la ministre m'ont convaincu. Je vais voter avec vous. Je m'oppose à cet amendement. Vos arguments ont été très percutants. Je vais les compléter et vous en régaler. Mon cher collègue, vous commettriez une erreur en persistant. Les champs et les espaces de la démocratie du quotidien, celle qui est faite par des braves gens qui se dévouent pour les autres. C'est votre cas dans vos campagnes politiques, c'est le cas de ces personnes qui animent les unions locales, les unions départementales, pour lesquelles des locaux sont mis à disposition. Eh bien, les espaces disponibles tendent à se réduire. Et il ne faut pas encourager à ce qu'ils se réduisent encore. Vous comme moi, quand nous distribuons des tracts, nous nous apercevons
que nous avons le droit d'aller sur le marché où peu de monde va, mais on ne peut pas aller dans la grande surface parce que c'est un espace public. Ensuite, quand on arrive au pied des immeubles, il y a des codes. Et quand par hasard nous disposons, je dis bien par hasard, des clés qui permettent cependant d'entrer, il arrive que si on veut y faire en plus du porte-à-porte, il y a à nouveau un code, mais cette fois-ci c'est dans l'ascenseur. Bref, un peu partout, les espaces d'affichage diminuent. On ne peut plus coller, on ne peut plus distribuer, et il faut que des gens comme moi se montent sur des caisses à savon avec des porte-voix pour se faire entendre dans la rue. Donc ne poussons pas à raréfier ces espaces. Vous savez comme moi qu'une collectivité locale, souvent a peu de locaux, et si elle se dit qu'elle peut récupérer à la faveur de je ne sais quelle contradiction ou bataille locale, elle le fera. N'encourageons pas ça. Il y a des indemnités à donner, ça permet souvent aux syndicats de se retourner quand on est arrivé à ce point de blocage que les locaux sont retirés. Car c'est un point de blocage quand les locaux sont retirés. Car que les communes soient de droite ou de gauche, les collectivités de droite ou de gauche, la plupart du temps, chacun fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien et que le plus d'espace démocratique ait lieu. Donc ne poussons pas à les réduire. Merci monsieur le rapporteur, merci madame la ministre de nous avoir convaincus. Et merci monsieur Mélenchon pour votre intervention. Je vais donner maintenant la parole à monsieur Vercamer pour la défense de l'amendement 260. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais poursuivre la démonstration de monsieur Hetzel en donnant quelques chiffres d'abord. Selon l'INSEE, il y aurait 2,6 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50, 1,7 fois plus d'entreprises de 19 salariés que de 20, 1,8 fois plus d'entreprises de 9 salariés que de 10. On voit bien que l'effet de seuil est important, puisqu'il y a généralement à peu près 2 fois plus d'entreprises qui arrivent juste au seuil que celles qui ont franchi le seuil. Et donc, ce salarié complémentaire est un handicap, si je puis dire, pour l'entreprise qui a peur de passer ce seuil et d'avoir donc un certain nombre de contraintes complémentaires. Et donc, mon amendement ne vise pas à supprimer tous les seuils, mais à supprimer que celui des toutes petites entreprises, des entreprises de 10 salariés, et donc de transférer ce seuil qui était de 10 salariés à 21, c'est-à-dire au seuil suivant, de regrouper le seuil de 10 et de 20 en gros, de façon à ce que les entreprises de 9 salariés passent plus facilement au nombre de 10, enfin, ou plus d'ailleurs, jusqu'à 20 salariés, et donc ça aurait un effet bénéfique pour l'emploi. Depuis le début, nous parlons des grosses entreprises. Plusieurs fois, GDR ou France Insoumise nous ont dit, on parle des grandes entreprises, et aujourd'hui on ne parle pas des PME. Eh bien voilà un amendement qui parle des PME, puisque là on parle même des TPE, puisque ce sont des entreprises, des toutes petites entreprises de moins de 10 salariés dont on parle, qui évitent d'embaucher pour éviter de franchir ce seuil. Voilà un effet de seuil qui pourrait être résolu, Madame la Ministre, si vous donniez un avis favorable. Je vous remercie, monsieur Vercamer. Monsieur le rapporteur, nous vous écoutons pour l'avis. Oui, merci Madame la Présidente pour ces amendements défendus par nos collègues Hetzel et Vercamer. Concernant les seuils, alors effectivement, c'est un sujet qui est intéressant. C'est un sujet qui est intéressant parce que il y a plusieurs lectures. Hein. Bon, j'entends les vôtres qui nous partagent le fait que vous pensez qu'effectivement, quand il y a des seuils, ça peut peut-être brider l'initiative économique, voire le recrutement. On peut avoir aussi une autre lecture. Moi, je dirais que si on se met à définir des seuils, alors il y a ceux qui existent aujourd'hui, on peut les déplacer, on peut en faire d'autres, mais de toute façon, si ce sont ces seuils qui créent des rigidités, elles vont en créer à un autre endroit des rigidités. Donc, en fait, on ne fera que déplacer le problème. Moi, j'ai la préférence de regarder plutôt le projet de loi d'habilitation du gouvernement, qui est d'attraper le sujet un petit peu autrement. Et je pense que l'approche qui est faite dans ce projet de loi, qui est d'encourager les conditions du dialogue social pour assouplir la gestion des entreprises, et sans doute que d'ailleurs la fusion des institutions représentatives du personnel y contribuera, je préfère cette solution-là, plutôt que d'envisager de déplacer des seuils dont, si on doit se rendre à votre opinion, de toute façon, on le retrouvera de la même façon à un autre niveau. À ce titre-là, mon avis est défavorable sur les deux amendements, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, votre avis sur ces deux amendements. Nous vous écoutons. Oui, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'aurai un avis défavorable, il ne faut pas voir la question des seuils juste comme un sujet en soi. Notre priorité,
c'est comment on renforce le dialogue social à tous les niveaux d'entreprise et des branches et à toute taille d'entreprise. Donc, si vous proposez de déplacer le seuil, il faut aussi que vous proposiez comment on fait la représentation, dans ce cas-là, sur un seuil qui n'est plus au même endroit. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins de représentation? C'est-à-dire qu'entre 10 et 20, il n'y a plus de représentation, il n'y a plus de DP. Voilà, je crois qu'il faut aller au bout du raisonnement dans une hypothèse comme ça. Pour l'instant, à ce stade, avec les éléments que nous avons, nous pensons qu'il faut rester sur un avis défavorable. Encore une fois, les solutions pour trouver les moyens qu'il y ait une vraie dialogue social dans les petites entreprises est une de nos priorités, je pense, collectives. Je crois que sur tous les bancs, cela a été évoqué. Et je pense qu'on ne peut pas raisonner le seuil indépendamment de cette question. Donc je pense que la réflexion n'est pas encore mûre pour qu'un amendement puisse avoir notre avis favorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jumel. Ben non, mais Monsieur Hetzel, dont on n'a pas l'obligation de le caricaturer pour qu'il le soit, nous oblige à être d'accord pour la première fois depuis le début de la soirée avec le rapporteur et la ministre. Parce que je n'ai pas compris en quoi le fait de diminuer, de supprimer des délégués du personnel était positif pour l'emploi. C'est Monsieur ou d'empêcher qu'ils en aient soit positif pour l'emploi. Moi, je veux vous faire part de la réalité de mon territoire, avec un PIB industriel de 24% et avec un nombre de délégués syndicaux présents dans un grand nombre d'entreprises. Sinon, peut-être ne serais-je pas le représentant de ce territoire. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre une présence syndicale forte, une gauche combative forte, et puis une vitalité économique et une diversité industrielle. Et même, je vais vous dire, c'est grâce aux syndicats qu'Alpine s'est tourné vers le renouveau. C'est grâce aux syndicats, CGT pour ne pas le citer, que SGD dans la vallée de la Brelle a investi dans des fours nouveaux pour le flaconnage de luxe. C'est grâce aux syndicats capables de discuter intelligemment avec les chefs d'entreprise des PME, PMI, de la grappe Méca Énergie de mon territoire, que nous avons su faire la démonstration qu'il y avait des savoir-faire dans ce domaine. Et donc, il faut descendre de la planète finance sur laquelle vous vivez pour être dans la planète de l'économie réelle. Monsieur Hetzel, vous êtes une caricature de vous-même. Vous êtes une caricature de vous-même. Je vous remercie, Monsieur Jumel. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Bon, faut-il réunir 400 personnes pour découvrir qu'un seuil est un lieu de franchissement? Bon. Le rapporteur, la ministre ont déjà dit comme il faut que si vous déplacez le seuil, vous déplacerez le problème que vous croyez voir. Moi, je ne crois qu'il n'est pas là. Monsieur Jumel vient de dire excellemment la contribution positive des syndicats au développement de l'entreprise. Mais moi, je voudrais vous interroger, mes chers collègues, qui trouvez toujours ces délégués syndicaux représentants des salariés de trop. Comment se fait-il que vous ne soyez pas sensible à la question du seuil quant au patronat? Pourquoi le MEDEF, qui représente, selon ses déclarations, 21% des entreprises, et si on y regarde de plus près, entre 3 et 10% des entreprises, ça n'a pas l'air de vous préoccuper qu'il monopolise 700 000 mandats patronaux dans les organismes paritaires, empêchant d'autres structures syndicales représentatives des petites entreprises de s'exprimer. Je pourrais prendre par exemple, puisqu'un de nos collègues m'a interpellé sur le thème, ceux de l'économie sociale et solidaire, qui représentent 19% du patronat de ce pays et qui n'a pas le droit de participer aux négociations sur les conventions collectives. Voilà un seuil qui est un problème. Eh bien, nous pourrons le régler très facilement. Qu'on vote, que les patrons votent, et ils désigneront leurs représentants. Voilà, le véritable problème, ce n'est pas le syndicalisme ouvrier, c'est l'accaparement de tous les mandats par une organisation qui n'est jamais soumise à aucun vote et qui s'approprie toute la représentation patronale, quand bien même il n'y a aucun rapport entre le CAC 40 et la TPE dont vous parliez tout à l'heure. Je vous remercie, Monsieur Mélenchon.